Madame Lecointre, Monsieur Leroux m'a donné pouvoir, Madame Kerr-David, Monsieur Grard, Madame Pirot, Monsieur Cateau, Madame Orgebin, Monsieur Pelletier, Madame Guéméné, Monsieur Olivier, Madame Pesquer, Monsieur Malardet, Madame Cotin m'a dit qu'elle arrivait vers 18h45 et Monsieur Jean-Marc Herbellec a donné pouvoir à Madame Cotin. On a donc le quorum. Bon, je rappelle qu'à compter du 10 novembre 2021 jusqu'au 31 juillet 2022, le quorum pour le vote des délibérations est abaissé à 1/3 des membres en exercice présent. Un peu comme nous étions en pleine crise Covid. Je ne sais pas si on l'a quitté d'ailleurs. Le secrétaire de séance, Monsieur Boulard, personne... tout le monde est d'accord? L'ordre du jour... Pas de questions sur l'ordre du jour, donc on aura également 5 questions diverses qu'on traitera à la fin du Conseil. On passera également les comptes rendus pour la signature de la séance précédente. Donc on va commencer les délibérations. Donc la première, c'est les délégations de compétences qui me sont accordées. Donc il y a le procès verbal de délimitation des lots du lotissement de Kerner, qui est à côté de la ferme Évin. Nous avons la mise en place, la clôture de la régie des recettes de l'espace jeune, un marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'un itinéraire sécurisé à Thiru, un avenant à la régie de location des salles, un avenant à la régie bibliothèque, une ouverture de régie droit de place et un avenant numéro 2, la signature d'une convention d'un groupement de commandes pour l'achat d'énergie et de travaux, qu'on a vu en commission, le renouvellement de convention pour le contrôle des appareils de défense contre l'incendie avec la SOR, pour un... Voilà, 40 € le poteau, 40,60 € la bouche incendie, voilà, pour un montant en 2020 de 2340 €. Et des délivrances de concessions dans le cimetière, donc 3 renouvellements au cimetière du Bourg, un achat, et une cavurne au columbarium. Voilà, bon, il n'y a pas de vote là-dessus, tout le monde prend acte, pas de questions. Merci. Donc, enfance jeunesse, Madame Liot, sur la convention territoriale globale avec la CAF 2021-2025. Tu peux y aller. Donc, jusqu'en 2020, la commune de Riantec était liée à la caisse d'allocation familiale par une convention de partenariat, le contrat enfance-jeunesse. Ce contrat a pour objectif de cofinancement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes de 17 ans révolus. En favorisant le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil, en recherchant l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions favorisant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilité des plus grands. Pour les actions retenues par la CAF finance, 55% du reste à charge, plafonné par action. Prix de revient dans la limite d'un plafond défini par la CNAF, moindre recettes. Sur les opérations inscrites au schéma de développement et retenues par la CAF. La CAF propose aujourd'hui un nouveau cadre de partenariat à l'échelle intercommunale, la Convention territoriale globale, CTG. La Convention territoriale globale est une démarche stratégique, partenariale, qui a pour objectif d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles et la mise en place de toute action favorable aux réponses et aux besoins des allocataires sur leur ensemble. La CTG doit mobiliser fortement les acteurs du territoire. Elle va permettre de renforcer les coopérations et contribuer ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité des interventions des différents acteurs. Elle favorise une dynamique associant l'ensemble des métiers et des expertises de façon à croiser les regards, enrichir la connaissance du territoire et en connaître les besoins. Elle trace une feuille de route qui vise à renforcer la qualité des services rendus. La CAF, les signataires, conviennent que la mise en œuvre d'une politique sociale de proximité passe nécessairement par les collectivités territoriales. Les communes demeurent l'échelon disposant de la clause de compétence générale, lui permettant de répondre à tous les besoins du quotidien des citoyens.
Donc la CTG a pour objectif de redynamiser le cadre politique entre la CAF et les collectivités territoriales en élargissant la réflexion à l'ensemble des besoins des familles et des partenaires sur les différents champs d'action de la CAF. Petite enfance, enfance, jeunesse, soutien à la parentalité, accès aux droits et aux services, animation de la vie sociale, logement, cadre de vie, insertion socio-professionnelle. Le projet de convention ci-joint a pour objet de définir la démarche de projet social du territoire, ainsi que le champ du partenariat, les conditions, modalités et moyens nécessaires à sa mise en œuvre. À partir d'un diagnostic partagé qui sera réalisé sur la période contractuelle, associant les signataires de la Convention ainsi que les acteurs concernés sur le territoire, habitants, associations, entreprises, collectivités territoriales, etc., elle vise à identifier les besoins prioritaires sur le territoire, définir les champs d'intervention à privilégier au regard de l'écart offre-besoin via un plan d'action, optimiser l'offre existante et ou développer une offre nouvelle afin de favoriser un continuum d'intervention sur le territoire. La convention de partenariat est ouverte aux 25 communes ainsi que l'Orient Agglomération pour la période de 2021-2025. Les signataires de cette convention sont les collectivités dont le contrat enfant-jeunesse est arrivé à échéance au 31/12/2020. Alors, parmi ces communes, il y a Bubry, Caudan, Cléguer, Gavre, Groix, Inguignel, Locmiquélic, Lorient, Ponscoff, Port-Louis, Riantec. Et les collectivités, communes, communautés d'agglomération intéressées à intégrer la démarche dès 2021. Bon, ça a été vu en commission. Il y avait un accord unanime en commission, hein, donc oui, monsieur, Oui. C'est une remarque parallèle à la question. Je ne reviens pas sur disons, l'accord qui a été donné en commission. Mais lorsqu'on voit effectivement la CAF, qui est un organisme qui n'est pas un organisme territorial, si on veut, du moins disons d'organisation territoriale, qui incite à des regroupements aux différentes communes. Lorsqu'on voit effectivement de plus en plus de compétences qui partent des communes en direction des agglos ou communautés communes, est-ce qu'il n'y a pas une incitation des échelons de l'État, malgré un discours pour la décentralisation, à supprimer, disons, l'échelon communal? C'est tout. Oui, alors, on avait abordé ça en commission. Oui, c'était peut-être, je dirais, le départ, la vision de départ de la CAF. Mais comme avait dit Christophe lors de la commission, voilà, ils ont totalement abandonné, je dirais, cette direction, si elle existait. Hein. Bon, moi je l'ai pas ressenti comme ça. Je pense que c'est plutôt pour faire connaître un petit peu ce qui se passe dans toutes les communes et avoir auprès de nos jeunes une même direction. Donc, bon, on n'est pas dans ce sens-là, Monsieur Olivier, actuellement. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Question numéro 3, c'est les tarifs communaux. Anaïk, tu peux rapprocher ton... Non, c'est bon. Ça devrait aller. Donc, concernant les tarifs communaux, le maire propose les tarifs communaux suivants pour l'année 2022. Simplement, concernant cette partie-là, comme on l'a évoqué lors de la commission, il reste inchangé. Aucune revalorisation n'est appliquée, hormis sur le volet voirie. Les modifications donc interviennent simplement dans le but d'être en adéquation avec les tarifs pratiqués par l'Orient Agglo et aussi dans le respect de la concurrence locale. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On avait vu en commission, on a donc souhaité qu'il n'y ait pas de
revalorisation des tarifs communaux dans l'ensemble. Et comme l'a bien expliqué Anaïk, en fait, on a revu tout simplement les tarifs qu'on appliquait sur les travaux du service technique, parce que pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne comptait pas le temps agent. Et la deuxième, c'est qu'il ne faut pas être en concurrence illégale avec les sociétés et les auto-entrepreneurs qui travaillent sur la commune dans le domaine. Voilà. Y a-t-il des questions? Le dojo, j'en parlerai aux questions diverses parce que bon, c'est pas dans les tarifs, Madame Pesquer, le dojo. Hein, j'en parlerai dans les questions diverses. On l'a abordé en commission. Hein. Les tarifs d'association. Quel tarif? Ah ben non, les subventions, là on est dans les tarifs communaux, Madame Pesquer, on n'est pas dans les subventions accordées aux associations. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, question numéro 4, Anaïk. C'est la décision numéro 1 modificative. Alors, sur ce chapitre, il s'agit de modifications sur les budgets. La section d'investissement s'équilibre sur 135 601 €. On a le volet dépenses et le volet recettes, forcément. La section de fonctionnement s'équilibre à plus 41 175, avec donc pareil les dépenses et les recettes, notamment des dépenses à caractère général, des locations, des travaux divers, de l'achat de matériel. Concernant les recettes, la remarque importante, c'est concernant la dotation cible, la DSR, que l'on maintient au niveau de la commune, puisqu'on était sujet éventuellement à ne plus l'avoir. Est-ce qu'éventuellement vous avez des questions ? Oui, madame, est-ce que vous pouvez expliciter à quoi correspond, en dépenses d'investissement, les 116 000 € d'immobilisation financière? D'accord. Question d'ordre. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Numéro 5, c'est une décision pour le lotissement de Kerner, Anaïk. Donc, la même chose concernant le lotissement de Kerner. Coupé dans la précédente délibération, à la fin de la précédente délibération, dans les recettes de fonctionnement, dernière ligne, compensation au titre des exonérations de taxes foncières, faut lire taxes d'habitation, bien sûr. Sur le compte 74 835. Ouais, c'est une erreur matérielle. Sur le compte 74 835. Voilà. C'est une erreur d'écriture. Donc question 5, c'est la décision modificative sur le lotissement de Kerner. Donc en section d'investissement, on a plus 31 000, effectivement, en section de fonctionnement, la même chose, plus 31 000. C'est notamment concernant les travaux de viabilisation du lotissement, avec un petit écart. Des questions là-dessus? Sinon, donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Sur numéro 6, Anaïk, toujours, concerne la zone artisanale de Ville-Marion. Donc Ville-Marion, même chose. Concernant la section d'investissement, plus 85 000 € et le fonctionnement, plus 85 000. C'est simplement concernant l'extension.
des terrains de là-bas. Je peux laisser ouvert tout. Voilà. Ok, il y a des questions sur ce sujet-là. Sinon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La question numéro 7. Donc c'est une rétrocession d'une concession funéraire à la commune. Donc en fait, la concession numéro 300 figurant sur le plan du cimetière Parc Blémort, le titulaire souhaite la rétrocéder à la commune. Donc cette concession a été acquise le 30 novembre 2018 pour une durée de 15 ans. Je rappelle que l'opération n'est possible que si la concession n'a pas été utilisée, bien sûr, ou si le plus proche parent des personnes inhumées fait procéder aux exhumations. Dans le cas présent, la concession n'a pas été utilisée, donc la rétrocession peut s'opérer et le montant remboursé au titulaire de cette concession s'élèvera donc à 396 €. Voilà. Je suppose que tout le monde est d'accord pour cette délibération. Merci. Ensuite, question numéro 8. Donc, pacte financier et fiscal, révision des attributions de compensation. Donc, Lorient Agglomération a engagé un processus de révision de son pacte financier et fiscal dans une logique de solidarité et d'équité de la répartition de la ressource. Bon, pour tout le monde et pour ceux qui nous écoutent également, c'est le premier acte de révision des attributions de compensation. Voilà, un petit rappel. Il est rappelé que lors du passage en fiscalité professionnelle unique, chaque commune a reçu une attribution de compensation égale à la différence entre le produit de taxe professionnelle communale qui a été transféré à l'EPCI. Bon, ça ne date pas d'hier, hein. Et le produit des impôts des ménages communautaires qui a été transféré aux communes. Ceci est la composante dite fiscale de l'attribution de compensation. Par ailleurs, en régime de fiscalité professionnelle unique, chaque transfert de compétences donne lieu à correction des attributions de compensation à hauteur du montant net des charges transférées. Alors ceci est la composante dite charge de l'attribution de compensation dont font partie les charges relatives aux ordures ménagères. Lors du transfert, c'est pour ça que je dis que c'est le premier acte. Là, c'est un acte qui est imposé à l'agglo par la Chambre régionale des comptes et par la préfecture. Lors du transfert de la compétence ordures ménagères en 2002, le choix de la communauté était de maintenir les modalités de financement constatées sur toutes les communes pour rendre ce transfert indolore aux contribuables. Malgré l'harmonisation du financement des ordures ménagères par la mise en œuvre d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qu'on a coutume d'appeler la TOM, hein, la TOM, sur le territoire, ce dispositif n'a pas été remis en cause alors qu'il n'a plus lieu d'être. En fait, voilà, ça aurait dû être vu depuis 2015. Pour la mise en œuvre d'un pacte financier, le Conseil communautaire a décidé par délibération de 12 octobre 2021 de faire évoluer la composition et le montant des attributions de compensation. Donc, il serait ainsi procédé à la suppression de la composante ordures ménagères pour les communes concernées. Alors, l'impact pour la commune de la suppression de la composante ordures ménagères sur le montant de l'attribution de compensation, nous avons une attribution de compensation actuelle de 235 000 693 et une AC corrigée de 293, soit une charge supplémentaire de 59 933 €. Dans un second temps, on votera la dotation de solidarité communautaire qui viendra neutraliser avec une dotation équivalente qui nous sera versée. Voilà. Voilà où on en est. Alors je rappelle que c'est une obligation qui nous est imposée, cette suppression de la taxe d'ordures ménagères, qui doit être faite avant le 31 décembre 2021. Et la dotation de solidarité communautaire qui viendra neutraliser
ce surplus de charges interviendra au vote du budget de l'agglomération en début d'année prochaine. Et je rassure, pour tout le monde, nous avons donc passé le document d'orientation budgétaire, le DOB, Lorient Agglomération, au dernier conseil communautaire, et cette neutralisation pour certaines des 25 communes a bien été inscrite au DOB. Voilà. Et cet effet, en fait, viendra revaloriser notre dotation globale de fonctionnement, qu'on appelle donc DGF, d'environ 12 000 euros. Donc ça a été validé par ce qu'on appelle la CLETS, qui est la Commission locale d'évaluation des transferts de charges. Voilà. Bon, je suppose qu'il y a des questions. Oui, monsieur Olivier. Oui. Je ne vais pas aller dans le détail, parce qu'effectivement, c'est un domaine complexe et technique. Néanmoins, j'ai un certain nombre d'interrogations, puisqu'entre ces deux volumes financiers, à savoir les attributions, les AC d'une part et les DAC, qui ont deux objectifs différents. Oui. Et rappelons-le, il a été décidé par Lorient Agglo de transférer 2 millions d'euros de l'enveloppe DSC sur l'enveloppe AC. Or, l'enveloppe AC vient uniquement pour la neutralisation des charges transférées. Donc, je ne vois pas comment et pourquoi on a pu transférer une telle somme. D'autant plus que, si on regarde dans le rapport de la CLEC, les montants AC 2021 et montants AC 2022, il est vrai que pour Orientec, la différence au centime près correspond, ce qui est normal, à la taxe ordures ménagères, vous l'avez rappelé, mais il se trouve que un certain nombre de communes ont eu une dotation positive, et non pas négative comme nous, mais positive, majorée, et sur les 2 millions transférés de ce volume, on a à peu près 1,5 million transférés aux communes du centre de l'agglo, aux trois principales communes centrales, disons, de l'agglo. Cela m'interroge et m'interpelle. Et je fais remarquer que parmi les communes perdantes, l'ensemble de la rive gauche est perdante aujourd'hui. Après, vous dites que l'agglo a prévu qu'on va compenser les pertes dans un deuxième temps, par la dotation de meilleure solidarité communautaire, mais la DSC a un autre objet, elle n'est pas là pour contrebalancer l'action, disons, de l'AC, puisque c'est deux choses différentes. Ou alors, ça veut dire qu'on va détourner, disons, la DSC de son objet, qui est avant tout l'objet de la DSC, c'est de contrebalancer, de faire un transfert entre les communes qui ont un fort potentiel fiscal vers les communes qui ont un faible potentiel fiscal, en fonction, d'autrement dit, d'avoir une meilleure solidarité fiscale et financière. Là, on va détourner l'objet de la DSC. C'est pour ça que, effectivement, je m'interroge sur ce montant que je mets, qui ne respecte pas peut-être certaines règles, mais sûrement pas le fond de la réglementation et l'esprit, disons, de la réglementation. Bon. Alors, pour la question de la rive gauche qui est perdante, oui, mais je pense que là, c'est l'histoire, hein. C'est l'histoire qui parle. Lorsque les communes de la rive gauche ont rejoint ce qu'on appelait auparavant le district, hein, j'ai expliqué en commission que nous n'avions aucune des communes de rive gauche avait des taxes professionnelles à transférer. Oui, on fait partie des perdants.
Ensuite, sur le transfert, vous parlez des parts, la première, la deuxième et la troisième part, hein, c'est ça dont vous parlez. Voilà, la première et la troisième, je vous ferai remarquer que Riantec n'est pas concerné, puisque la première part est liée à la fiscalité et puis on n'avait pas. Ah, et la troisième part, ma réponse était dans ma première. En fait, on n'avait pas de taxe professionnelle. Voilà, c'est l'histoire. Maintenant, en ce qui concerne la suite qui sera donnée, j'ai donné en propos liminaire de cette délibération que c'était le premier acte de révision du pacte financier et fiscal, dont les AC. Alors, effectivement, là, vous avez raison, effectivement, il faudrait revoir un peu toutes les CLETS, hein, toutes ces commissions locales d'évaluation des transferts de charges qui ont eu lieu depuis que les communes ont intégré. À l'époque, c'était même pas l'Orient Agglo, ça s'appelait le district. Hein, voilà. L'agglomération actuellement s'est engagée à revoir ce pacte financier. Mais vous l'avez dit vous-même, Monsieur Olivier, c'est long et très complexe. Voilà. Donc, ça sera vu. Là, on est obligé de passer. On passe cette délibération parce que ça fait plusieurs années que le service de la préfecture demandait à l'agglo de revoir cette tome, c'est-à-dire d'enlever cette tome des attributions de compensation. Voilà. Le travail ne fait que commencer. Bon. Maintenant, quant à à la solidité, si je peux exprimer ainsi, juridique du montage, je laisse les connaisseurs et les services de l'agglo, je pense, assez compétents pour savoir que c'est, juridiquement tenable. Et bon, pour la petite histoire, quand même, rappelons que il n'y a peut-être pas de lézard et il ne faut peut-être pas voir un loup derrière tout ça, puisque sur 25 communes qui ont voté, 23 se sont prononcées pour, 2 se sont prononcées par abstention, mais non pas sur les attributions de compensation, ils se sont prononcés par une abstention parce qu'ils craignaient sur la pérennité de la dotation de solidarité communautaire qui va venir neutraliser le surplus des communes. Voilà. Si vous permettez, pour compléter, effectivement, ça va dans votre sens. Effectivement, la dotation de meilleure solidarité qui sera actée en début 2022 peut être effectivement revue périodiquement et relativement facilement. Or, il n'en est pas de même pour les attributions de meilleure compensation, dont effectivement le mode de révision est très lourd et demande une majorité qualifiée très forte, ce qui effectivement empêche de facto une révision. Le fait de transférer 2 millions de l'enveloppe de solidarité aux attributions de meilleure compensation, on fige un montant beaucoup plus élevé ad vitam aeternam sur ce montant-là, au détriment de la solidarité. Bon. Alors, derrière effectivement des montages techniques préparés, ils sont compétents, j'en suis sûr, par les administrateurs de l'agglo, il y a des choix politiques d'Élysée. Oui, alors, là, je vais dans votre sens. Quand vous parlez de choix politiques, oui. Alors, il y a eu un choix politique
à la commission d'évaluation des charges, puisque 23 communes se sont prononcées pour, et je suis désolé, les communes, les 23 communes n'étaient pas 23 communes de la majorité. Et pour rappel, dans les 2 communes qui se sont abstenues, il y en a une de la minorité et une de la majorité. Donc je pense qu'il y avait un large consensus politique, si vous appelez ça comme ça. Et ensuite, les révisions, je suis désolé, oui, effectivement, c'est lourd, complexe, et nécessite à chaque fois de réunir cette commission locale d'évaluation des charges. Oui, et vous avez, oui, c'est sûr, ça peut être révisé tous les ans. Maintenant, il y a des gens qui s'engagent. Voilà, et le président de l'Agglo s'est engagé, voilà, qu'il y ait cette neutralisation, le temps de son mandat. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Ah ben sinon, on va procéder au vote. Qui est contre? Alors, une voix contre. Qui, attendez que je note, qui s'abstient? Donc vous, Madame Cotta, vous avez le pouvoir de Monsieur Kerbelec, hein, c'est ça, hein? Donc 4 abstentions. 1, 2, 3, 4 abstentions, 1 contre. Ah oui, pardon. 5 abstentions. Excusez-moi, j'ai pas vu. Ok. Ensuite, on passe, question numéro 9, Monsieur Miraud. Alors, Morbihan Énergie a, comme tous les ans, rendu son rapport annuel d'activité. Bon, aucune particularité sur le rapport de 2020. Un seul élément notable qui ne vous a sans doute pas échappé concerne les coupures. Donc, le temps moyen de coupure d'électricité en minutes a augmenté en 2020. Et cela est dû à des aléas climatiques, en particulier à un aléa climatique de septembre 2020, mais n'a pas de raison technique, c'est-à-dire n'a pas d'origine dans une quelconque détérioration du réseau de distribution. C'était toujours notre chère tempête de mois de septembre de Bretagne. Ah bon, c'était un rapport annuel, hein. Y a-t-il des questions là-dessus? Oui. Ne le prenez pas par le... Oui, voilà, vous n'étiez pas là, Madame Cotin, mais surtout ne pas le prendre par le col de cygne, quoi, voilà. Oui. Quand vous dites, sauf les coupures, c'est par rapport au taux de clients mal alimentés qui a augmenté? Non, c'est le temps... Vas-y. Non, c'est une valeur différente. En réalité, quand il y a un événement climatique, il y a des clients qui sont non desservis pendant un certain temps, parce que il y a des fils qui sont tombés quelque part, il y a un disjoncteur qui a sauté, enfin il y a un élément mécanique en réalité qui fait qu'il y a une coupure d'électricité. On additionne le temps global de coupure, on le divise par le nombre d'habitants et ça nous donne un chiffre tout à fait moyen. Et du coup, moi j'avais une question sur... donc dans le Morbihan, il y a 0,53% des communes urbaines qui ont des clients mal alimentés. Et sur Riantec, on est à 1,59%, soit 3 fois plus que sur le reste du Morbihan. Du coup, est-ce qu'on sait l'expliquer et est-ce qu'on pourrait y remédier? Alors, on y remédie en enterrant un certain nombre de lignes. Il y a eu quelques travaux qui ont été faits pour desservir des parties de Riantec éloignées du centre-bourg et qui étaient mal desservies parce qu'en bout de réseau. Et en fait, c'est à ça que ça correspond. Riantec est une commune extrêmement grande en surface. Il y a beaucoup de petits villages qui sont excentrés du bourg et qui se trouvent en bout de réseau. Et donc, qui n'ont pas une alimentation de la même qualité que les clients du centre-bourg. Oui, et puis si je peux me permettre de rajouter un petit mot, là, on parle de communes urbaines centralisées, en fait. Je rappelle que nous, on a quelques hameaux
qui sont assez éloignés pour corroborer ce que vient de dire Monsieur Miro. Effectivement, techniquement, on est beaucoup plus, parfois, je dirais, assujetti à des problèmes. Évidemment, sur le centre-bourg, c'est rare qu'on avait... Et pour septembre 2020, c'était à Saint-Jean qui avait eu une branche qui était tombée le long de la route de Merlevenay, là, qui avait coupé pendant un petit moment. Voilà. L'alimentation. Oui, madame. Le micro, s'il vous plaît. Non, parce que c'est enregistré et il faut qu'on vous entende, Madame Pesquer. Excusez-moi. Où en est-on avec les changements d'ampoules sur la commune? Bon, alors, Pierre, tu peux répondre peut-être là? C'est un tout autre sujet. Je vous invite à vous rapporter au dernier MAG, Riantec MAG, qui est sorti, sur lequel j'ai indiqué d'une part l'économie financière réalisée par l'extinction nocturne des éclairages. J'ai indiqué que l'argent économisé servait en grande partie à racheter un certain nombre d'horloges et d'appareils qu'on appelle des lumandards, des appareils qui permettront d'équiper 5 autres transformateurs de la commune qui alimentent la commune en éclairage, de manière à augmenter le nombre de candélabres éteints la nuit. Et le reste de l'argent sert à financer le remplacement d'un certain nombre de candélabres à ampoules consommatrices par des ampoules à LED. Si mes souvenirs sont bons, j'ai pas les notes avec moi, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y aura à la fin de 2022, quand tout sera mis en place, 69% des candélabres de la commune qui seront éteints. Je vous parle de mémoire, Madame Pesquer, hein, ne prenez pas mes chiffres pour acquis, je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Voilà, 69% des candélabres qui seront éteints pour 49% des points de livraison automatisés. Je vous en prie. S'il n'y a plus d'autres questions, on peut donc passer au vote. Qui est contre? Qui... Pardon? Ah oui, il n'y a pas de vote. Ah ben, il n'y a pas de vote. Oui, c'est simplement un rapport d'activité. La question numéro 10, création d'un contrat unique d'insertion pour le service enfance-jeunesse. Sandrine. Comme chaque année, le service enfance-jeunesse accompagne un jeune pour l'obtention d'un diplôme. Il nous est arrivé les autres années pour un BPGEPS, un brevet professionnel de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports, ou un BAFD, donc c'est un brevet d'aptitude fonction de directeur. Cette année, nous avons choisi d'accompagner un jeune riantécois qui avait fréquenté l'espace jeune dans son acquisition pour l'obtention d'un BAFA. Ce sera un contrat de 11 mois et c'est en partenariat avec Pôle emploi. On a des questions là-dessus? Oui. Est-ce que cet emploi, par rapport au régime de retraite, est-ce qu'il est sous le régime normal ou est-ce qu'il est sous le même régime que les autres catégories d'emplois aidés? Il est sur un régime normal. Merci. Est-ce que la création de ce type de contrat vous permet de ne plus avoir d'animateurs sans contrat? Bon, je peux pas trop répondre à la question. Je pense que je débattrai plus longuement de cette question lorsque j'aurai répondu à votre demande de connaître la situation des agents au service enfance-jeunesse. Je serai en mesure là de vous répondre beaucoup plus concrètement, puisque la réponse, je la ferai en conseil municipal.
Merci. Oh, je t'inquiète. Y a-t-il d'autres questions? On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Donc on va donc passer aux questions diverses. Je prends l'heure, 19h16, donc 30 minutes. Question numéro 1. Est-ce que vous nous accordez le droit de lire nos questions? Comme c'était... Ah oui, allez-y, allez-y. Première question, quel est le nouveau planning d'approbation du PLU? Comment? Ah oui. Nathalie, tu peux répondre, s'il te plaît? Bien sûr. Donc nous poursuivons la construction du PLU normalement. L'analyse juridique a été un peu plus longue que prévu, compte tenu du plan de charge de l'avocat. Je suis en mesure de vous proposer maintenant des dates. Donc un groupe de travail PLU le 21 décembre. Les invitations sont parties aujourd'hui. J'ai les invitations de Mme Pesquer et de M. Malardet. Une commission cadre de vie le 6 janvier. Une réunion publique le 11 janvier à 18h30 pour un arrêt du PLU le 20 janvier à 18h30. Ouais, et l'enquête publique qui aura lieu courant mai. Question numéro 2. En fait, les questions sont lues par la personne qui a posé les questions ou c'est... Non, enfin, si ça ne dérange pas, je vais toutes les lire. Non, allez-y. Elles sont posées globalement. Allez-y. Non, allez-y. Suite à la commission cadre de vie du 9 mars sur les ouvrages du Riant, nous souhaiterions savoir si la première phase s'est bien déroulée, qu'en ressort-il et la réunion publique est-elle programmée? Dominique? Bonsoir. Donc, pour répondre à cette question, nous avons aujourd'hui pas lancé de travaux. Nous sommes toujours dans les études préalables, sont toujours en cours. Enfin, l'AGLO, c'est pas nous qui lançons les travaux. Oui, bien sûr, oui. Hein. L'AGLO, après. Et donc, une réunion publique doit être, comme on avait parlé lors de la commission cadre de vie, une réunion publique doit être programmée. Et aujourd'hui, donc, elle est toujours pas programmée. Elle est en cours, on attend, pour une présentation générale et donc un échange des aménagements aménagés sur la commune. Donc ça, c'est le but de cette présentation générale avec une présentation publique. Voilà, aujourd'hui, je n'ai pas d'autres réponses. Si monsieur le maire veut rajouter quelque chose. Oui, je rajouterai tout simplement que dans les scénarios dont vous êtes, une partie d'entre vous, vous étiez présent à la réunion du mois de septembre. En fait, il y a des scénarios qui impliquent le passage, le réemménagement du cours d'eau dans des parties privées. Donc là, l'agglomération et moi-même et Madame Bernard devons rencontrer un propriétaire privé. Celui-ci n'est libre que fin janvier. Et selon sa réponse, on verra les scénarios qui pourront être retenus. Voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas de début de travaux. Je ne me serais pas amusé à faire commencer les travaux sans réunion publique, bien sûr, l'ayant annoncé. Question 3. Sur la question 2, la question 2, du coup, la première phase n'est pas terminée. Où on est quand même passé on a dit qu'il n'y avait pas de travaux de lancer. Oui, mais les travaux, c'était septembre à octobre 2022. Donc, est-ce que la première phase d'avril à octobre 2021 est terminée? Non, il n'y a rien de commencé. Oui. Est-ce qu'on est passé à la phase dossier réglementaire ou est-ce qu'on est encore à la phase... Non, mais on vient de vous dire que les études préalables sont toujours en cours. Il me semble qu'il y avait 2 études préalables différentes. J'ai pas très bien compris, mais on est encore à la première. Les études préalables sont en cours. Pour l'instant, il n'y a pas d'études terminées.
Alors, question 3. Est-il possible d'améliorer le parking que vous laissez à disposition du cabinet médical et de la pharmacie? Il est en effet plein d'ornières, alors que les usagers sont principalement des personnes à mobilité réduite, ainsi que des parents avec des poussettes. Oui, Pierre. Oui, alors, des travaux de remblayage, de bouchage des ornières seront effectivement entamés dans les quelques temps à venir, de manière à rendre l'accès un petit peu plus facile et la surface un peu plus régulière. Voilà. Ensuite, des travaux plus lourds, des aménagements plus lourds seront réalisés avec d'autres travaux qui pourraient concerner la rue de la Pradenne et la rue des Écoles, si un programme plus lourd se présente pour ces rues-là. Voilà. La question 4. Alors, question 4. Pourquoi les comptes rendus des conseils municipaux que vous mettez en ligne sur le site internet de la commune ne sont pas les mêmes que ceux que vous nous transmettez? Pensez-vous que les interventions durant le conseil et les questions diverses n'intéressent pas la population? Je rajouterais, en fait, en y réfléchissant, il faut qu'on valide le compte rendu du dernier conseil ce soir. Vous faites la réponse. Du coup, une fois qu'on l'a validé, est-ce que ce serait possible de changer les comptes rendus que vous avez mis en ligne? Oui, alors, les débats ne sont mis en ligne qu'après l'approbation au conseil suivant. Il y a peut-être eu des loupés. Ah bah, beaucoup. Bon, il y en a beaucoup peut-être. Mais je répondrai dans votre dernière phrase. Pensez-vous que les interventions durant le conseil et les questions diverses n'intéressent pas la population? Ben, je pense tout à fait le contraire. Parce que dans ce cas-là, j'aurais pas été d'accord pour filmer et retransmettre les débats. Parce que la demande est une demande collective. Merci. Question 5. À la sortie du collège de Kerduran, les élèves qui se déplacent à vélo se retrouvent dans la circulation au contact direct des nombreux cars qui possèdent beaucoup d'angles morts. Les places de parking ne sont pas réellement signalées. Il est donc difficile pour les piétons et cyclistes de savoir comment s'y déplacer. La vitesse limitée à 30 km/h est peu respectée. Un réaménagement de la sortie du collège et de la rue du Stal est-elle envisagée? Une concertation avec les groupes Vélo Rive Gauche, Vélo Riantec et Mobilité Rive Gauche pourrait-elle être envisagée? Pierre. Oui, à ce sujet, nous sommes conscients des difficultés de circulation, en particulier au moment des entrées et des sorties du collège. Et c'est pourquoi nous avons pris rendez-vous avec Madame la principale dès le début de septembre 2021. Et depuis le début de septembre 2021, on travaille à la fois sur l'éclairage, on travaille sur le stationnement des bus, sur la circulation des véhicules et sur la sécurité des piétons et des deux roues. À l'occasion de cette réunion de début septembre 2021, des décisions de principe ont été prises, parmi lesquelles l'ajout de 3 candélabres pour améliorer l'éclairage. Donc on a les devis de Morbihan Énergie et c'est une opération qui sera réalisée dans le courant de 2022. Nous avons sécurisé le cheminement des piétons, en particulier par un nettoyage des pistes qui sont à la sortie de l'école et qui permettent de rattraper la rue du Stade. Donc il y a un nettoyage régulier, un réaménagement des pistes qui a été fait. Il y a un projet de marquage au sol qui est en cours de finalisation, de manière à revoir l'ensemble du marquage au sol, de manière à ce que les circulations soient mieux guidées. Et on a une possibilité, mais pour l'instant c'est une possibilité parce que le sujet est un petit peu plus compliqué, d'étudier et de matérialiser les couloirs de circulation des autobus à cet endroit-là. Donc, pour l'instant, il y a, vous l'entendez, un certain nombre de pistes de réflexion. Et après concertation définitive avec les acteurs du collège, il y aura une présentation de l'ensemble du chantier en commission avant sa réalisation. Je voudrais ajouter que nous avons reçu cet après-midi même
un mail de la part de la directrice du collège, la principale, pardon, du collège, qui nous dit, je vous le lis in extenso, « Je tenais à vous remercier pour l'attention portée à l'entretien du sentier piétonnier le long de la rue du Stade et par l'implantation du radar pédagogique. Les conditions de sécurité se sont largement améliorées car les élèves peuvent cheminer de manière protégée et les véhicules ont tendance à respecter la limitation. Il nous reste encore à convaincre les derniers irréductibles de ne pas emprunter le sens interdit au rond-point. En vous remerciant cordialement. » Voilà. Donc, nous avons mené effectivement des actions qui manifestement portent ses fruits, ou portent leurs fruits. Question numéro 6. La voie le long de l'hôpital est utilisée par les plus vulnérables, enfants, personnes en fauteuil roulant. Sa largeur à certains endroits est faible. Par conséquent, elle ne correspond pas à une voie verte selon les recommandations du CEREMA, malgré les panneaux que vous y avez installés. Peut-on la mettre conforme à la réglementation? Afin de protéger les usagers les plus vulnérables, une limitation de vitesse pourrait-elle être envisagée rapidement? Pierre? Alors effectivement, élargir l'ensemble de la voie verte obligerait à acquérir à certains endroits du foncier, ce qui n'est pas quelque chose de simple. Et puis pour toute la partie qui concerne le long de l'hôpital, c'est-à-dire la remontée de la rue de l'Aubrière devant l'hôpital, le foncier a été négocié à l'origine avec l'hôpital et avec les services de sécurité, en particulier les pompiers. Donc la voie verte à cet endroit-là n'a pas possibilité à être élargie. D'autre part, c'est une voie verte et ça n'est pas une piste cyclable. Donc c'est une voie qui est nécessairement partagée entre les piétons, les cyclistes et autres trottinettes, overboard ou personnes handicapées avec des fauteuils roulants. Évidemment, sur ces voies vertes, les cyclistes et les piétons se respectent et je ne vois pas pourquoi on pourrait y installer une limitation de vitesse qui manifestement n'est pas nécessaire puisqu'on a affaire à des gens qui sont de nature respectueux. J'en profite ici pour signaler un élément que vous n'avez pas relevé. C'est un élément qui concerne l'identification de cette voie. En effet, quand on prend la rue de l'Aubrière et qu'on monte vers le Leclerc, en arrivant au rond-point du stade, il n'est actuellement pas très bien indiqué le fait qu'il y a une voie verte sur la gauche. Donc on va remédier à ça, on est en train d'étudier une solution pour mieux indiquer la présence de la voie verte et éviter à certains cyclistes de monter vers le rond-point sans utiliser la voie verte, mais en restant sur la route. Mais l'utilisation de la voie verte n'est pas obligatoire. Hein. Les cyclistes ont le choix. S'ils veulent rester sur la route, ils le peuvent. Et ils ne sont pas en infraction. Alors moi, je voudrais rajouter 2 points. Les recommandations du CEREMA pour ce qui est des voies vertes, disent que la largeur doit se situer entre 3 mètres et 5 mètres. Entre 3 et 5 mètres. On est partout à 3 mètres. Je vous l'accorde. On est partout à 3 mètres. Minimum. Voilà, je vous l'accorde, effectivement, il y a un petit rétrécissement. Sauf. Non mais s'il vous plaît, on était d'accord depuis le début, je réponds aux questions. Voilà. Après, vous reposerez notre question le prochain conseil si vous le souhaitez. L'endroit, effectivement, mais je parle bien de 3 mètres minimum. L'endroit où il y a un rétrécissement, c'est derrière l'abri de bus. Voilà. Mais, comme me disait M. Miro, on est entre gens apaisés, on roule doucement, on marche doucement. Et pour terminer, nous allons créer... Alors, on est en train de voir ça avec le GHBS. Voilà, un petit passage à l'arrêt de bus, là, pour que les gens puissent aller sur la voie enherbée le long de l'hôpital. Voilà,
pour pouvoir se rendre plus rapidement, à la limite, au niveau de l'entrée du GHBS. Donc on aura là les deux voies possibles. À pied, bien sûr, hein, les vélos resteront... voilà. Voilà. On a donc terminé les questions diverses. Merci. Non, on a terminé les questions diverses, Madame Pesquer. Ah oui, le dojo, pardon. Le dojo, je vous dois une... Le micro. J'ai pas entendu la fin de la question, madame. Est-ce que vous pouvez passer le micro à Madame Pesquer, s'il vous plaît? Eh oui. Bon, s'il vous plaît, Madame Pesquer, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Oui. Ça fait 2 jours que je passe devant l'école et je vois que le radar ne fonctionne plus. Oui, il fonctionne, mais il est en mode éteint. D'accord. Il enregistre les vitesses. Et en fait, on veut savoir et mettre en exergue le fait qu'il y ait ou non une différence de comportement des conducteurs en fonction que le radar est allumé ou éteint. Et ça évite les gens de s'amuser avec. Oui, oui, non mais je comprends là. Bon, je vous dois une réponse une réponse du dojo. Ouais. Oui, alors le dojo, effectivement, nous avions une fuite d'eau, comme on a dit en commission, due à la propriété qui est juxtaposée au dojo. Donc là, les assurances, comme vous savez, sont en train de voir entre elles pour le dédommagement. Pour l'instant, les gens s'entraînent à Merlevenez, c'est ça, Christophe? Voilà. Il va y avoir des travaux sur le dojo de prévus? Il y a quelques travaux de réhabilitation, qu'est-ce que j'ai dit en commission, quelques travaux de réhabilitation, puisque on s'est engagé dans notre campagne de construire un autre dojo. Et celui-ci sera fait, puisqu'on va bientôt lancer la maîtrise d'œuvre. Les questions étant terminées, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à ceux qui nous ont regardés et à qui je souhaite également une bonne soirée. Et petit point de précision quand même, compte tenu de la crise sanitaire, donc les vœux qui étaient prévus au mois de janvier sont bien entendu annulés. Vous avez signé partout Très bien. Merci, bonne soirée.